Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des rendez-vous du Lab. Je suis Thérèse Mascollier, responsable du Lab de la Sécurité sociale et j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer cette émission avec Alexandre Beau, directeur de la revue Espace Social Européen. Bonjour Alexandre. Donc nous recevons aujourd'hui Pascal Dupuis, qui est PDG et cofondateur de la société Ives. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous pour ce dernier rendez-vous du Lab de l'année 2024. Les rendez-vous du Lab, donc pour rappel, ce sont des émissions proposées à tous les collaborateurs de la sécurité sociale. Ils ont pour objectif de mettre en lumière des initiatives innovantes, d'explorer des sujets en donnant la parole à des experts, de croiser les regards sur des thèmes en émergence pour favoriser l'acculturation et l'inspiration. Donc notre sujet aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous du Lab est le numérique au service de l'inclusion. Ce thème peut sembler contre-intuitif, en particulier dans notre contexte de sécurité sociale. En effet, le numérique, ou plutôt les outils numériques et digitaux, sont parfois décrits comme des freins à l'inclusion, des obstacles pour l'accès aux services publics et aux informations, donc pour certains de nos bénéficiaires. Ces freins peuvent être atténués lorsqu'on met en place des démarches ambitieuses d'accessibilité, notamment accessibilité numérique. Le Lab de la sécurité sociale s'est déjà emparé de ces questions, car nous avons traité le sujet dans les rendez-vous du Lab au cours de l'année 2023 et également dans les rendez-vous de l'inclusion. Donc nous allons d'ailleurs très certainement évoquer le sujet à nouveau en 2025, puisque le sujet est vaste et les travaux ne manquent pas. Pour faire un focus sur ces questions d'accessibilité, il faut bien préciser que donc, la loi du 11 février 2005, tout d'abord pour l'égalité des droits et des chances, vise notamment à ce que tout type de service public soit accessible au plus grand nombre, en particulier aux personnes en situation de handicap. Cette loi, qui a permis la mise en place des référentiels d'accessibilité numérique, a été complétée par 3 directives européennes, une ordonnance en 2023 et 2 décrets en 2019 et 2023. Cette loi traduit la volonté politique d'aller vers des services numériques 100% accessibles d'ici 2027. 2027, on peut se le dire, c'est demain. Et sur cet enjeu, nous avions vu lors de notre dernier rendez-vous du Lab en 2023 que les organismes de sécurité sociale avaient défini une trajectoire pour s'en rapprocher. Et effectivement, ça fait partie vraiment de notre ambition de service public. Vous pouvez accéder au replay donc via le lien qui vous sera envoyé ou qui vous a été envoyé d'ores et déjà dans la conversation. Donc, en tant qu'organisme des sécurités sociales, nous avons donc un enjeu fort de conformité légale, mais aussi de rendre accessibles les services à tous les publics. Et des démarches sont d'ailleurs d'ores et déjà menées en ce sens, c'est ce qu'on disait. L'enjeu de l'inclusion est également présent vis-à-vis des collaborateurs. En réalité, tous les aspects de la vie quotidienne sont concernés. Il s'agit de délivrer la même qualité de service à tous et de rendre la communication la plus fluide possible. Donc, dans ce contexte, il est intéressant d'explorer des solutions qui répondent à ces enjeux et nous nous intéressons aujourd'hui à la société Ives. Donc, dans notre émission aujourd'hui, nous souhaitons, à travers un exemple très concret, inspirant, faire la démonstration que le numérique, et en particulier notamment les solutions d'intelligence artificielle, peuvent être un levier d'innovation en faveur de l'inclusion et un moyen de faire progresser l'accessibilité. Donc, nous recevons, on l'a dit, Pascal Dupuis. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour présenter un projet ambitieux. Donc, il s'agit, entre autres, mais pas que, de Iris, le premier assistant conversationnel en langue des signes, développé avec des technologies d'intelligence artificielle. Nous allons donc aborder plus particulièrement comment une solution numérique peut améliorer l'accessibilité et la communication pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc, en termes d'accessibilité, aujourd'hui, nous nous focalisons vraiment sur cette cible. Vous nous en direz plus dans quelques instants. Je précise que Ives, en fait, c'est la même maison que Elios, qui est titulaire actuellement du marché de traduction en langue des signes française pour les organismes de sécurité sociale.
Pour un petit peu plus de perspective sur notre sujet, un chiffre à présenter comme élément de contexte, et vous nous en parliez, Monsieur Dupuis, on dénombre en France 7 millions de personnes sourdes ou malentendantes, qu'il s'agisse de personnes sourdes de naissance, devenues sourdes, malentendantes de naissance, devenues malentendantes, appareillées, etc. Avec le vieillissement de la population, on peut logiquement s'attendre à ce que ce chiffre augmente. En fait, l'enjeu d'accessibilité pour ces publics, il est donc un enjeu qui prendra une place a priori grandissante dans les années à venir. Donc aujourd'hui, le programme de notre émission, il est assez simple et logique. On va effectivement évoquer la genèse du projet de Dives. On va faire un focus sur la solution Iris, comment l'IA en fait peut permettre d'aboutir à un outil fonctionnel qui répond donc à des enjeux forts. On pourra avoir un aperçu de l'outil avec une petite démonstration vidéo. Et puis, on va aborder la façon dont cet outil peut s'intégrer dans un écosystème un petit peu plus large, comment la solution arrive en complémentarité des dispositifs qui existent déjà, et puis on pourra aborder les perspectives de développement de cet outil et des champs a priori assez larges que la solution pourra couvrir demain. Enfin, une dernière séquence vous permettra de poser vos questions à Monsieur Dupuis dans l'onglet questions-réponses de Teams. Donc, nous vous invitons à poser vos questions au fil de l'eau, qui nous sont remontées et que nous poserons à Monsieur Dupuis en fin d'émission. Et enfin, nous vous enverrons également un questionnaire de satisfaction. Et puis, je vous remercie donc d'avance pour vos retours qui nous aident aussi à faire progresser ces rendez-vous du Lab. Voilà pour ce programme. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Alexandre pour faire le lien et poser les premières questions. Merci Thérèse, merci pour un peu ce cadre général, ce cadre de réflexion dans lequel s'inscrit cette émission. Et comme tu l'as dit très intéressamment dans ton propos introductif, on parle de 7 millions de nos concitoyens, ça fait plus de 10% de la population française, un chiffre qui va être croissant. Donc, je pense que l'émission, et Pascal va nous en parler, c'est comment on allie potentialité technique et engagement sociétaux, parce que derrière, il y a un vrai sujet à apporter, notamment pour les organismes de sécurité sociale, qui sont des services publics de premier rang, quoi, vraiment de première nécessité pour ses concitoyens en particulier. Mais Pascal, on en a un peu parlé, on a commencé à aborder la question d'Iris, on va rentrer un peu plus dans le détail prochainement. La question, c'est pourquoi vous êtes intéressé, entre guillemets, à ce segment, sans être péjoratif, de ces personnes sourdes et malentendantes, la genèse de cette démarche? C'est une rencontre, en fait. Une rencontre. C'est une rencontre faite il y a bientôt 20 ans, au CNIT, à Paris. Je présentais un projet et il y a une personne qui est venue me voir. Donc, le projet que je présentais, c'était un projet dédié à la vidéo directe. Et la qualité de notre vidéo directe était apparemment plutôt optimale. Et cette personne est venue, il m'a demandé si j'avais déjà travaillé avec des personnes sourdes et malentendantes. Quand il a vu ma tête, il m'a dit « bah non ». Je vois que vous connaissez pas, c'est pas grave, il m'a laissé sa carte et ensuite j'ai rencontré d'autres personnes et quand je suis rentré là où Ives est situé, à côté de Grenoble, je me suis posé plein de questions, pourquoi ça quoi. Et finalement je l'ai rappelé, il m'a expliqué et il m'a dit ben voilà, je vous propose de faire un téléphone pour sourds parce qu'ils ont besoin de ça. Ça peut paraître paradoxal. Ouais, qui me dit comme ça, je me suis dit sur le coup. Téléphone pour sourds, bon. Et il m'a mis en relation avec un professionnel qui était sur Toulouse, une société sur Toulouse. Il m'a expliqué les besoins et les usages des personnes sourdes et malentendantes. Et par exemple, comment ils font pour appeler un service de relation client. Oui. Nous, en entendant, on fait le numéro et on a un conseiller. Une personne sourde, si le numéro n'est pas accessible, c'est pas faisable. Comment ils font pour être accueillis à la préfecture, à la mairie, à l'hôpital, voilà, ça c'était complexe aussi. Comment une personne sourde, dans son lieu de travail, a la capacité d'échanger avec son collègue. Et donc on m'explique un peu ces contextes, et je m'aperçois qu'en fait on a la capacité de faire une solution qui peut répondre à ces contextes. Et en gros, la philosophie du téléphone pour sourds nous a permis de répondre à ces 3 contextes. Et depuis 20 ans, excusez-moi, ouais. On a développé ce type de solution dans plusieurs pays, dont la France, ouais. Mais aussi au Canada, en Arabie Saoudite, au Japon, etc., etc. En Angleterre, aux États-Unis, en France, évidemment. Et au fil du temps,
Je me suis dit quand même, pour permettre à des personnes de téléphoner, il faudrait peut-être descendre un peu le coût. Oui, aussi. Parce que les gens ne le savent pas, mais pour se servir de nos solutions, je suis sourd, je veux appeler un entendant, donc je suis enregistré sur ma plateforme, la plateforme Télécom, en tant que personne sourde. Je fais le numéro de l'entendant que je veux appeler, ça part vers une interprète, je signe avec l'interprète, l'interprète appuie sur un bouton et appelle l'entendant que je veux joindre, l'entendant et l'interprète oralisent, et l'interprète et moi, nous signons. Et je peux comme ça, en fait, en direct, discuter avec la personne que je veux joindre, qui est entendante, et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si l'entendant veut m'appeler, ben, on aura un parcours comme ça, tripartite. Et donc, quand je dis que ça coûte 3 € la minute, c'est que on a un système de téléphonie qui intègre une personne, le métier d'une personne. Ouais. Et cette personne, il faut bien la payer. Une expertise. Et une expertise supplémentaire. Ouais. Et c'est partant de cette idée-là où je me suis dit, mais 3 minutes, 3 € la minute. Bon, je suis pas sûr que les entendants aient envie de payer ça, quoi. Et les sourds non plus. Voilà. Donc ça, c'était le téléphone. Ça part c'était le téléphone. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, dans le monde, ce type de solution existe. Ah. Aux États-Unis, en France, en Suède, enfin, dans beaucoup de pays, ces solutions, en tout cas, sont utilisées pour permettre à des personnes sourdes et malentendantes d'appeler, voilà, des services relations clients, discuter avec son collègue, appeler des collectivités, être accueilli. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est déployé vraiment partout dans le monde par différents acteurs. Et c'est ce qui existe aujourd'hui aux accueils des organismes de sécurité sociale. Absolument. Aujourd'hui, les solutions d'Helios, donc Helios, comme vous le disiez, en fait, c'est une filiale du groupe Ives. Ouais. Donc, c'est la filiale française du groupe Ives, puisqu'on a aussi une filiale au Canada. Et Helios équipe, en effet, l'ensemble des organismes de l'UCANS. D'accord. Mais le téléphone, comme vous dites, c'était il y a 20 ans. Oui. En 2004, si mon compte mathématique est bon, Internet, certes, existait, mais n'était pas autant... On avait encore des petits routeurs qui faisaient du bruit, là. Voilà, on avait 56K, de mémoire, kbits. Le modem, comme vous dites, avec le bip-bip, ça remplaçait notre Minitel, nos très chers Minitel. Tout à fait. 20 ans plus tard, l'ADSL, la fibre, la technologie arrivant, vous développez un nouveau service, un nouveau logiciel Iris. Oui. Comment avez-vous basculé de ce modèle téléphonique à ce modèle, entre guillemets, encore plus, je dirais, dématérialisé? Alors, bon, donc, comme vous venez de dire, en fait, la technologie, elle est au service de l'humain. D'accord. Et la technologie évolue tout le temps. Tout à fait. Voilà. Donc, nous, à un moment donné, on se dit, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas la capacité d'utiliser cette nouvelle technologie, donc cette intelligence artificielle, pour faire plusieurs choses? Ouvrir les plages horaires d'appel, par exemple, descendre le coût de la minute, permettre à des interprètes plutôt que de faire un métier de récurrence pas forcément très utile, peut-être permettre à ces gens-là d'aller travailler dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation nationale, qui font déjà, mais de le faire encore plus. Et donc, on se dit, tiens, aujourd'hui, donc c'est 2014, pour vous dire cette réflexion. 2014, on sait qu'on voit des serveurs vocaux interactifs. Bon, je me dis, mais moi j'ai besoin du geste, du signe. Le signe, c'est pas du geste, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai besoin de mettre ça. Est-ce qu'on est capable de faire un serveur gestuel interactif en 2014 ? Et de là vient l'idée de fabriquer quelque chose, un serveur gestuel, et vient l'idée de fabriquer Iris. Alors pour Iris, c'est parti. Pourquoi Iris, quoi ? En fait, Iris, c'est un accès avec l'œil, d'accord ? Donc, nous, on travaille avec une caméra, donc Iris. Et puis, les serveurs vocaux interactifs, mais on a Siri. Et Iris, en verlan. Notre marque avec une pomme. Et Iris, en verlan, c'est Siri. Donc, je trouvais assez rigolo d'amener cette petite pointe d'humour aussi dans quelque chose. Alors, on est Ives, on n'est pas Apple. Hein. La pomme, là. Ni Microsoft, voilà, ni etc. Samsung, etc. Et donc, du coup, le projet est né comme ça, en fait. Comment on peut faire un serveur gestuel qui permettra cet outil intégré dans la communication qu'on souhaite faire, parce que c'est ça qu'on souhaite, apporter de l'accessibilité et de la communication et du numérique via un outil technique. Parce qu'on avait touché un peu les limites du téléphone, du modèle téléphone, ou il fallait quelque chose de complémentaire? Le téléphone, nous, on a pris le même principe que ce qui se passe pour les entendants. Le téléphone, il dit ce qu'il est, n'empêche qu'on a fait des serveurs vocaux. Oui.
Et on a gardé le téléphone. Le téléphone, on a intégré la vidéo. D'accord ? Moi, quand j'ai démarré, Samsung n'existait pas en 2004. D'accord ? Et donc, ça a ses limites comme outil, le téléphone, puisqu'on travaille avec des systèmes de télécom. Mais une fois qu'on maîtrise bien tout ça, on a la capacité, avec ce qui arrive aujourd'hui, cette intelligence, de faciliter en fait certains services, de faire par du logiciel les tâches récurrentes qui sont pas forcément très intéressantes et de laisser les tâches privilégiées et intéressantes à de l'humain, quoi. Est-ce qu'on peut revenir peut-être un tout petit peu, j'allais dire, dans la genèse et le pourquoi d'apporter une solution en langue des signes? Le texte ne suffit pas? Non. Oui, ça, pour penser, oui. Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est pas très connu, en fait. Souvent, les sourds signants ont des difficultés avec la lecture et l'écriture. Parce que, en fait, quand ils vont à l'école, d'abord, leur langue maternelle, c'est la langue des signes. Les parents, quand ils échangent, nous, ils oralisent. C'est papa, c'est maman. Donc, ok, j'ai entendu que c'est papa, c'est maman. Là, les parents d'un enfant sourd signent. Oui. Donc, cet enfant, quand il arrive au CP, nous, on apprend à lire et à écrire au CP, et on apprend vite parce qu'on a la langue orale. Donc, c'est plus facile pour nous. Eux, ils n'ont pas cette langue orale. Donc, ils ont des difficultés qui perdurent comme ça. Et ils sont beaucoup plus à l'aise puisque à avoir leur langue maternelle, c'est la langue des signes. Donc, c'est naturel pour eux, la langue des signes. Ce qui, pour nous, est compliqué et complexe parce que c'est pas notre langue maternelle. Et donc, le numérique, finalement, n'est pas facilitateur pour ces personnes-là. Après, comme toute personne ayant une problématique, les gens sont débrouillards, les gens trouvent des solutions parce qu'ils ne peuvent pas rester comme ça sans rien, quoi. Comme dans tout handicap existant, souvent, ils sont très, très débrouillards, quoi. Mais la lecture et l'écriture, c'est quelque chose de compliqué et la langue des signes peut pallier à ça, dans certains contextes. Thérèse, je crois qu'on a voulu aussi, par rapport à nos publics, et le public qui est visé, expliquer que vous pouvez également avoir les sous-titres de cette émission. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il faut cliquer sur le... Oui, sur le CC au niveau de la barre de navigation de votre écran. Donc, effectivement, vous pouvez avoir... pour le coup, on reste sur de l'écrit. Oui. Mais voilà, c'est un sous-titrage. On n'a pas encore ri sur les émissions, mais... Oui, mais non, mais souvent, j'explique, l'accessibilité, c'est quelque chose d'assez important, quoi. C'est pas simple d'être accessible pour tous. Quand on fait de l'accessibilité, nous, pour les personnes sourdes et malentendantes, on n'est pas forcément accessible pour les personnes ayant des problématiques cognitives. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est pas facile d'être accessible pour tous en même temps sur le même contenu. C'est un super beau challenge, mais qui est pas simple à atteindre. Hein. Donc, merci pour ces explications, cette remise en perspective, parce qu'effectivement, on est entre personnes entendantes ici sur ce plateau et je pense la plupart de notre auditoire également. Et ce sont des contraintes qu'il faut bien avoir en tête et qu'on n'appréhende pas de la même façon. Les raccourcis de pensée pour ça. Oui. L'écrit, et parfois il est compliqué d'appréhender ces difficultés avec l'écrit. On se dit, les sous-titres suffisent en fait. C'est souvent ce que je dis, il y a un tronc commun. Moi, j'ai eu la chance du coup d'aller dans pas mal de pays pour présenter soit ma solution technique, soit rencontrer les gens et les personnes sourdes et malentendantes. Mais le tronc commun, il est chez les entendants. C'est-à-dire que dans pas mal de pays où j'ai pu avoir la chance d'aller, les entendants connaissent pas la surdité. Comme moi, je la connaissais pas il y a 20 ans. Pour moi, un sourd, c'est un sourd, quoi. Et en fait, non, on se rend bien compte qu'il y a différents profils au niveau de la surdité. Un premier effort qui est à faire, c'est la sensibilisation, ce qu'on est en train de faire là. Et ça, c'est primordial. Vous allez n'importe où, dans n'importe quel pays, on va rencontrer cette difficulté de méconnaissance en fait de ce type de handicap parce que c'est un handicap caché. D'accord. Voilà. Alors je vous propose de revenir sur le sujet qu'on abordait juste avant, qui est effectivement cet avatar Iris.
qui est en réalité un assistant conversationnel, un C'est un chatbot assistant. finalement, qui permet de délivrer de l'information et de converser en langue des signes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Iris concrètement et comment l'utilisation de l'intelligence artificielle a permis de construire cet outil qui est fonctionnel? Quel est le processus pour aboutir à un tel produit finalement? Alors, il faut une équipe. Il faut une équipe. Ça marche pas sans équipe. Avec des métiers complémentaires. Et il faut du logiciel. Voilà. Et puis de la méthode. Et voilà. Une fois qu'on a tout ça, c'est une espèce de recette de cuisine. Le plus important, c'est l'équipe, quoi qu'il en soit, parce que dans cette équipe, on a besoin de personnes sourdes, on a besoin de linguistes, on a besoin d'ingénieurs en informatique, on a besoin d'animateurs 3D, qui des fois peuvent être des personnes sourdes d'ailleurs. On a besoin de personnes spécialistes dans ce qui est l'imagerie. Voilà, c'est vraiment différents métiers qui viennent se collaborer ensemble pour pouvoir arriver à faire ce qu'on voit là aujourd'hui. Ensuite, pour pouvoir faire de l'IA, il faut qu'on ait des données. Tout le monde le sait, une intelligence artificielle est intelligente. Elle se nourrit des données. Et elle se nourrit des données. Donc, cette équipe-là a travaillé aussi pour collecter de la donnée. De la donnée de langue des signes. C'est des personnes sourdes qui sont dans notre société. Nous, on a à peu près 20% de collègues sourds dans l'entreprise, sur 137 personnes. Et ces personnes nous permettent, en fait, elles ont un métier qui est de collecter de la donnée. C'est-à-dire ces personnes sont devant leur écran, ils ont des phrases, ils ont un timer, c'est très, très carré, très précis. Et pour faire une phrase, peut-être faut qu'ils la fassent 3000 fois. Pour qu'après, le moteur, et avec les linguistes, les gens qui font de la notation, on choisisse ce qui est intéressant pour le mettre tout ça dans une base de données. Donc ces personnes signent devant une caméra, leur mouvement est enregistré, et on arrive à faire du coup une moyenne ou enfin Oui, c'est ça. Il y a des statistiques qui sont faites. Voilà. Il y a une analyse aussi, un regard professionnel, plus des stats. C'est un mélange d'humain et d'informatique. Et c'est ce mélange-là qui fait qu'on va nourrir notre base de données. Et ce qui est important pour nous, puisque cet assistant, encore une fois, il est intéressant pour la France, mais pas seulement. Et une chose importante qu'il faut connaître aussi, c'est que la langue des signes, c'est pas la langue des signes française. C'est international. Alors, il existe une langue des signes internationale, mais un peu comme l'espéranto, je suis pas sûr qu'ici, tous les trois, on parle bien l'espéranto. Pour ma part, pas du tout. Mais je veux donner cet exemple qui est important. On a besoin de collecter des données. On a besoin que notre assistant puisse signer en différentes langues. Je donne un exemple. On a une filiale qui est à Montréal. À Montréal, au Canada, on apporte le service de téléphonie à tous les Canadiens, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils appellent qui ils veulent, quand ils veulent. D'accord ? Ou ils sont appelés par qui ils veulent, quand ils veulent. Mais il faut savoir qu'on a le côté anglophone et le côté québécois francophone. Enfin, vous voyez. Et donc, d'un côté, on fait de l'American Sign Language, c'est une langue des signes, et de l'autre côté, on fait de la langue des signes québécoise. Et l'American Sign Language et la langue des signes québécoise est différente de la langue des signes française. Donc, nous, depuis maintenant 4-5 ans, un de nos objectifs, c'était de collecter de la donnée pour permettre à Iris de signer en American Sign Language, de signer en LSQ ou de signer en LSF. Et on a donc des sourds qui maîtrisent ces langues et qui remplissent quelque part cette base de données pour essayer de rendre le plus intelligent possible Iris. Je rappelle qu'Iris, c'est un logiciel. Et donc, vous parliez de données, effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, et c'est le cas en dehors de votre projet à vous. En fait, on a besoin que ce sont des modèles de langage, ce sont des LLM en réalité. En fait, on puisse nourrir le système de nos propres... de nos propres données, c'est exactement ce que vous dites parmi les différentes langues des signes. Si on vient peut-être je passerai la parole après à Alexandre pour la prochaine question, mais quand on en vient à devoir implémenter cette solution dans un environnement qui est
imaginons aussi spécifiques que la sécurité sociale, avec des dispositifs de prestations sociales, avec un vocabulaire très précis. Ça veut dire que ça, ce sont des données spécifiques à intégrer dans le système. C'est ça. Très souvent, donc en effet, c'est des mots techniques employés ici dans votre domaine. Le jargon. Le jargon, ouais. Et c'est pas le même dans l'aéronaval, par exemple. Tout à fait. Et donc Iris, si elle doit travailler des deux côtés, si elle doit rendre son service des deux côtés, il faut qu'elle maîtrise et l'aéronaval et sécurité sociale et le jargon de la sécurité sociale. Donc très souvent, ce qui est important pour nous, c'est justement de travailler avec nos partenaires pour comprendre et qu'ils nous donnent une liste de mots techniques importants dans leur univers, de manière à ce qu'on puisse justement les signer et re-signer un nombre de fois incroyable et que Iris finalement puisse en bénéficier et reconnaître en fait le signe et le mot en question, puis la phrase, quoi. Donc le challenge, il est plus sur cet aspect-là que éventuellement sur le nombre de procédures, de requêtes qu'Iris doit, entre guillemets, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux parce que ce qui est intéressant dans l'IA, c'est que donc on a ces méthodes LLM, mais sans les données, cette méthode elle sert à rien, d'accord. Et après, ce qu'on veut, c'est qu'Iris ait sa propre intelligence. Plus on va nourrir Iris, plus elle va devenir intelligente et plus elle va avoir la capacité de comprendre et de découvrir et d'assimiler les choses. Elle va se tromper aussi, évidemment, mais elle va pouvoir. Ouais, c'est ça. Elle va pouvoir apprendre petit à petit. Donc c'est vraiment un mélange des deux en fait. Les deux sont très importants. Alors on parle d'Iris depuis tout à l'heure. Je vous propose qu'on puisse proposer à nos auditeurs, à notre audience, de finalement voir effectivement un cas d'usage. Alors c'est quelque chose qui est encore. Vous nous expliquerez tout à l'heure que c'est pas tout à fait encore d'actualité. En réalité, il y a des choses qui arrivent très bientôt et ça permettra aux personnes qui sont connectées de voir effectivement à quoi ça ressemble et de se figurer. Donc voilà, parce que je vous inviterai à nous expliquer également. Commenter un peu, voilà. C'est donc une vidéo que j'ai demandé à Mélanie qui travaille dans notre équipe de communication. Elle explique là que pour les personnes entendantes, c'est assez simple le numérique et que pour les personnes sourdes, c'est plus compliqué et qu'on a besoin de plus de repères. Et donc il y a souvent c'est pas adapté en fait. Et donc ce que dit Mélanie, c'est que elle cherche à avoir des solutions qui permettent d'être plus simples pour elle. Et elle a trouvé dans Helios Connect le Signbot Connect qu'on est en train de fabriquer, qui devrait sortir au premier trimestre là, de 2025. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous faire un exemple. Elle va l'utiliser. D'accord. Le mieux, c'était de carrément faire le cas. Donc là, elle vous montre. Donc c'est sur le site aujourd'hui. On est en pré-prod, donc ceux qui vont sur le site le verront pas en prod. Mais verront juste Iris Signtrad. Donc là, on a un peu le texte, on explique c'est ce que dit Iris. Voilà, elle se présente en disant ben voilà, je suis Iris, etc. Là, ce qu'on voit, c'est l'exemple précis. Dans l'écran haut à droite, c'est justement Mélanie qui est devant sa caméra et qui signe assurance maladie. C'est pour ça qu'on l'a écrit en bas pour que tout le monde comprenne. Pour que tout le monde comprenne. Donc elle signe assurance maladie. Donc là, elle va doucement. Donc Iris lui dit vous souhaitez contacter l'assurance maladie. Donc là, Iris signe. Pour que la personne sourde n'ait pas à lire, mais à comprendre ce qu'elle est en train de signer, que c'est bien assurance maladie. Parce que l'idée, c'est de converser, en fait, en langue des signes, de chaque côté. Ouais. Et donc, là, Mélanie lui dit oui, en faisant le signe de oui. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Iris va aller l'amener sur la page souhaitée. Elle veut contacter l'assurance maladie. On a un service Connect. Et là, il suffit d'un clic et on appelle l'assurance maladie. L'idée de ce système, c'est que nous, on a à peu près 300 clients, dont vous. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut simplifier également l'appel. Parce qu'aujourd'hui, ce système de Helios Connect existe. C'est justement un système de téléphonie, ce que j'ai expliqué en préambule. Et on cherche toujours à améliorer et à faciliter la téléphonie aux personnes sourdes et malentendantes. Et on se dit, si on a un annuaire et qu'on a Iris, et que Iris comprend ce que je lui dis, et que je veux appeler elle va aller chercher dans la base de données la société en question, et elle va me mettre en contact avec le conseiller que je souhaite avoir. Ça, c'est la première étape. Donc, à l'instant où on voit la vidéo, on est sur un Iris qui est une assistante à la mise en contact avec l'institution, le service public ou l'entreprise. Et donc après, derrière, ce qui se passe, c'est que on appelle,
À ce moment-là, il y a une interprète qui décroche et se fait le service que j'expliquais tout à l'heure. L'interprète appuie sur un bouton, appelle le conseiller oralise avec l'interprète et l'interprète signe avec la personne sourde. Donc on a juste rajouté cette étape pour permettre simplifier l'appel d'une personne sourde vers l'ensemble de nos clients. Donc on est là dans un environnement contrôlé puisque c'est nos 300 clients, mais on va vers notre objectif puisque ce qu'on veut, c'est permettre à une personne sourde de échanger avec Iris et de demander des choses un petit peu différentes. L'étape d'après, nos clients... Là, on n'est pas en 2020, on n'est pas en 2025, là. Non. Encore. Ça va sortir en 2025. D'accord, voilà, pour bien préciser pour nos spectateurs. Ouais, ça, en 2025, ça va sortir et on va permettre aux personnes sourdes de l'utiliser. Tous ceux qui vont utiliser Helios Connect et qui utiliseront l'annuaire d'Helios auront la possibilité d'utiliser Iris pour faire ce type d'appel. C'est un pas. Le pas d'après, c'est comment, avec nos clients, on va éduquer un peu plus Iris. Souvent, on voit qu'il y a 5-6 questions récurrentes qui reviennent. Ouais. D'accord ? On peut peut-être apprendre à Iris à répondre à ces 5-6 questions. Ce qui fait que ça permettra, en fait, à la personne sourde d'échanger dans un premier temps avec Iris. J'ai la réponse que je souhaite avoir. Merci, au revoir. J'ai pas la réponse, je vais dire à Iris, est-ce que je peux avoir un conseiller ? Finalement, c'est un petit peu ce qui se passe pour les chatbots qui sont déjà implémentés sur nos sites institutionnels. C'est la même logique. C'est exactement la même logique. C'est pour ça quand on a été nous connus et reconnus, c'était au CES là, avec notre Signbot. Le Signbot, c'est quoi ? C'est un chatbot, sauf que c'est Iris qui signe et qui remplace l'écriture qu'on a nous. Pour nos spectateurs, le CES, c'est le plus grand salon de technologie au monde, hein, à Las Vegas. Voilà, oui, c'est vrai. On a eu un award l'an dernier. Et donc, oui, mais pour te paraphraser, même, en fait, c'est le Maison France Service pour personnes sourdes et malentendantes. Vous vous instruisez pas, mais vous donnez les premiers éléments d'information et vous passez la main, entre guillemets. C'est ça, entre guillemets, aux équipes derrière des branches. L'idée, c'est pas de remplacer. Mais je sais pas si un service où les personnes demandent toujours, on lui demande le nom, le prénom, le numéro de sécu, je sais pas quoi, etc. Ça peut s'automatiser, d'accord ? Dites-le nous une fois, oui. Le principe du dites-le nous une fois. Ouais. Voilà, ça peut s'automatiser et en fait, c'est Iris qui peut s'occuper de ça, plutôt que ce soit le conseiller. Par contre, ces informations transmises à Iris, ensuite, on les transmet au conseiller de manière écrite, comme ça, il les a, il sait à qui il parle, c'est quelle personne, il gagne du temps. Et généralement, la question qui va être posée, c'est une question que Iris n'aura pas pu répondre. Et donc, on gagnera encore du temps. Et on continue à faire une chose, c'est en descendant le coût en fait, de ce type d'appel, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, en France, c'est souvent les entreprises publiques et les entreprises privées qui se rendent accessibles. Et donc, c'est ces sociétés-là qui payent ce service. Très bien. En même temps, si on peut descendre encore le coût de ce type de service, on va pouvoir élargir et permettre à plus de personnes sourdes d'appeler, etc., etc. Et une meilleure intégration, du coup. Donc, du coup, on est quand même sur un dispositif, c'est ce que je rebondis encore sur le propos introductif de Thérèse, on est sur un dispositif complémentaire et pas substitutif. C'est pas l'idée d'entre guillemets, de remplacer, je schématise, hein, je tire le trait un peu grossièrement, remplacer des agents dans les CEPAM, des front desk, par une Iris. C'est pas du tout l'intérêt de ce travail. Je répète, on est focus, nous, comment la technologie peut servir l'humain. Mais dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'usager, il y a aussi de l'autre côté la personne qui travaille, qui est dans son lieu de travail. Et c'est toujours plus intéressant, en fait, à mon sens. C'est valorisant de faire quelque chose de plus positif et de plus accrocheur, enfin quelque chose qui intéresse plutôt que de donner quelque chose de simple. C'est-à-dire, à un moment donné, chaque fois de faire la même chose simple, autant le donner à la machine, ça. Ouais. Et puis ensuite, par contre, quand il y a des vraies questions importantes, autant que ce soit le conseiller qui connaît son métier et qui est capable de répondre parce qu'il y a des choses fines à connaître, il y a plein de choses que nous... L'utilisation est compliquée. Mais entre autres, ça me paraît assez logique aujourd'hui de faire ça. Et plus tard, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est celui-ci, quoi. Et là, en 2025, ce que vous nous présentez, c'est déjà, entre guillemets, en phase de test, d'évaluation. Là, ce qu'on a vu la vidéo... Ça, c'est pour 2025, ça. Ouais, c'est ce qu'on a vu à la vidéo. Et l'étape d'après dont vous nous parliez, là. L'étape d'après, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'aller beaucoup plus loin, évidemment. C'est de permettre à Iris d'aborder plusieurs champs, plusieurs métiers, plusieurs domaines.
Et ça, c'est de la collecte de données, c'est de l'enrichissement, donc ça met du temps. On ne peut pas faire du jour au lendemain. D'autant plus que contrairement à ce qui se passe quand tout le monde parle des solutions comme ChatGPT et autres, là, ces gens-là, depuis très 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 longtemps, utilisent des données existantes, qui sont soit sur les réseaux, soit etc. etc. Les données de langue des signes, il faut quand même les produire, beaucoup. Il en existe, mais il faut quand même, s'il en existe, il faut demander aux gens si on peut les utiliser quand même. C'est la moindre des choses, parce qu'on pourrait très bien faire une vidéo en langue des signes et pas avoir envie de la faire partager ou de travailler avec. C'est le respect de la personne. Ça, nous, on se doit, en tout cas dans ma société, on se doit de faire attention à ça. C'est pour ça qu'on produit beaucoup, beaucoup. Ou quand on récupère des données, on sait que ces données sont exploitables. Quand je parle de données, ça peut être des vidéos aussi. Hein. C'est ça. Tout à fait. Je suis clair. Mais du coup... Très bien. Et vous nous disiez en préparation de cette émission qu'effectivement, en termes de champ de déploiement finalement que vous imaginiez comme perspective pour demain, il y a ce champ des médias qui aujourd'hui en fait est finalement peu accessible, voire pas du tout. Voire pas du tout, voilà, c'est ça. J'en suis témoin. Voire pas du tout. Non, mais voilà, quand on parle aussi de services et d'accès à l'information, ça fait partie des choses. Mais oui, on est en plein dedans là. Si je prends je prends les médias, mais si je prends ce qu'on fait là, et si vous avez des personnes sourdes, c'est compliqué là, comme c'est fait là. Oui, notre émission en tant que telle, oui. Notre émission en tant que telle. Et voilà, c'est un fait. Mais si je prends maintenant les médias télévisuels, on sait qu'aujourd'hui, pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est compliqué, notamment les signants, c'est très compliqué pour eux. Donc, nous, on a, suite à ce petit salon à Las Vegas, là, on a eu quelques contacts, justement, des médias. Puisque ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que, en fait, 80 à 90% de ce qu'ils produisent, c'est de l'enregistrer et ensuite du publier. Oui. C'est pas forcément du direct. Ouais, et donc, on a peut-être un travail à faire sur cette partie-là, déjà, d'accessibilité. Et c'est les questions qu'on se pose là-dessus. Je parlais aussi de toute la partie game. Il y a des jeux sur lesquels nos enfants, en tout cas les miens, jouent. Ils font des équipes, mais c'est des équipes d'entendants. On dit va ici, attention derrière, attention en haut, etc. Donc on a le casque et puis voilà, on joue. Oui, ça. Puis on tue. Hein. C'est souvent ça. Ça dépend des enfants. Mais il est mieux vôtre. Ce que je veux dire par là, si on veut proposer à un jeune sourd de jouer, c'est pas possible. Comment il communique avec les autres? Donc on reste entre communautés et l'idée c'est d'ouvrir. Faire tomber les barrières. Ouais, faire tomber les barrières. Et on est aussi approché par des sociétés de game qui nous demandent si on a la capacité de rendre accessibles les jeux en question. À l'heure actuelle, là, nous, on n'est pas capable. Par contre, on vise ça. On a travaillé, à déposer un projet, ce qu'on appelle IDEMO, c'est des projets de recherche et développement. Et l'idée est vraiment d'aller dans ce sens-là et de pouvoir le plus possible rendre accessible des éléments que tous les enfants du monde devraient avoir. Et voilà, il y a des grandes perspectives. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si ces projets-là participent au développement technologique, puisque c'est aussi le sujet de cette émission, c'est de se dire, voilà, le numérique et la technologie vient en soutien d'une politique d'inclusion et d'accessibilité de la communication et de tout un tas d'informations ou de loisirs, etc. En fait, ce qui est intéressant pour nous, service public de sécurité sociale, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive peut-être aussi demain après-demain, voilà, à s'emparer peut-être de ces technologies pour ça va être nécessaire, finalement rendre accessible et être conforme à cet accueil de tous nos publics. Et puisqu'on sait que voilà, les prestations de sécurité sociale couvrent peu ou prou toute la population française. Et donc, voilà, quel que soit son parcours. De toute façon, vous allez faire on va faire tous la même chose, c'est qu'à un moment donné, on va faire quelque chose pour les entendants en utilisant l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, elle peut être utilisée pour tous. C'est de l'intelligence artificielle pour tous. Et la réflexion, elle est là, en fait. Comment on peut faire quelque chose avec cette IA qui permette à tout le monde
et qui apporte une accessibilité totale, quoi, en gros. On y va. Alors je sais que beaucoup de gens ont peur un peu, justement, la question que vous me posiez, mais les métiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont disparaître, etc. C'est une vraie appréhension, oui, on peut Oui, comprendre. Ouais. mais alors moi je comprends cette appréhension, évidemment. Je pense aussi que je suis pas certain qu'on ait vraiment le choix de passer à côté. Ce dont je suis certain, par contre, c'est qu'on peut, nous les humains, réfléchir et à un moment donné se poser pour savoir à quoi ça va servir. On a des exemples en parallèle. Si on parle du climat, on est en train de se battre sur le climat. Peut-être si on avait un petit peu réfléchi avant sur ce qu'on aurait pu faire et en faire, on devrait se servir de ce sujet et peut-être mettre autour des tables des penseurs, des chercheurs, pas des gens comme moi, mais des gens un peu plus intelligents, un peu plus puissants, je veux dire intellectuellement parlant, pour se dire tiens, l'IA, ça peut aussi servir dans ces contextes-là, là, et ça peut être dangereux dans ceux-là. On peut dès maintenant remonter des alertes. Évidemment, je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est le début, ça fait 2 ans. Mais il y a une réalité de toute façon démographique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On parle de 7 millions de personnes en France. Donc, grosso modo, c'est comme si on additionnait Paris, Lyon, Marseille. Et on disait, tiens, Paris, Lyon, Marseille, eux, on leur fournira pas, entre guillemets, la même qualité de processus pour bénéficier d'une prestation de la sécurité sociale. Ce qui est inentendable dans notre pays, dans notre modèle de sécurité sociale. Donc, vous me dites qu'il faut agir suffisamment en amont pour pouvoir anticiper et prévoir et peut-être même repenser nos modèles de conception des prestations. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il y a de la réflexion vraiment à avoir global autour de ce type de technologie intéressante, soit, mais qui l'idée c'est que ça devienne positif quoi quand même et constructif. C'est ça le challenge. J'ai une question également à vous poser et qui peut-être va pouvoir s'auto-alimenter. En échangeant tout à l'heure, vous nous disiez que chez Yves, vous-même, vous aviez dans vos équipes des personnes sourdes, des personnes malentendantes, des personnes qui signent couramment. Et vous nous expliquez, je vous laisserai développer, que en fait aujourd'hui on observe une difficulté d'accès pour ces personnes-là à la formation, à des diplômes. Alors, je vous pose cette question, de vous, votre expérience, de votre situation chez Yves, et aussi de se dire, finalement, dans une démarche est-ce que l'enseignement n'a pas aussi à s'emparer peut-être de ces outils pour pouvoir peut-être avoir une démarche plus inclusive, en tout cas en faveur des étudiants sourds et malentendants. Ouais, dans notre société, on travaille donc, du coup sur ces solutions numériques, je veux dire intelligentes, et on a les ressources qui travaillent sur ces solutions sont des entendants et des sourds. Et ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, une des voies qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on pourrait pas profiter de ces métiers pour en faire plutôt que très souvent on retrouve des personnes sourdes qui sont dans des métiers d'espace vert ou qui sont en train de construire des palettes ou qui sont des métiers on ne sait pas où les mettre, du coup on les met là parce qu'ils n'ont pas obtenu le diplôme qu'il faut obtenir parce que c'est difficile. Un des objectifs de ma société, c'est aussi de se dire on est en train de construire des métiers avec des personnes sourdes. Est-ce que ça pourrait pas devenir aussi un espèce de chemin qui permettrait de former un animateur 3D, personne sourde et malentendante, quelqu'un qui fait de la notation spécifique pour l'IA et le signe, pourquoi il pourrait pas être sourd, etc. Et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que l'IA, le numérique et l'IA, le logiciel, là, ce qu'on est en train de faire, a aussi un attrait sur la formation. Alors après, est-ce que ça touche l'éducation nationale? Alors moi, ça va loin quand même. Donc moi, je sais pas faire tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais qu'on a la capacité, sans doute, à monter des formations qui permettraient demain d'avoir des personnes sourdes qui touchent des métiers futurs. Et qui ont la capacité de le faire. Et j'ai même en interne, chez nous, on est en train de monter des formations comme ça. Et je disais à ceux qui créent cette formation, le jour où une personne sourde a fait la formation, travaille chez nous et démissionne pour aller dans une autre société, ça veut dire que tu auras gagné ton challenge.
J'ai une autre question, Pascal, par rapport au public. Vous aviez cité le Canada, l'Arabie Saoudite, le Japon. Est-ce que ces pays-là, par rapport à la France, on va se comparer un peu, c'est un jeu très français de se comparer aux autres, est-ce qu'on est plutôt en avance, on a un recul sur ces questions-là d'accessibilité, d'inclusivité des personnes sourdes et malentendantes, ou on est dans la norme, entre guillemets, internationale? Moi, je trouve qu'on est à peu près dans la norme. Pour être meilleur, évidemment, la norme. Non, là, C'est le but. alors, ça peut être une double question. C'est-à-dire que l'accessibilité, on est à peu près dans la norme. Il se trouve que on a, nous, une différence dans certains pays, mais surtout des pays sur le continent africain, parce qu'on a aussi une société à Tunis. En France, on a des lois. D'accord? Et les lois poussent certaines entreprises à respecter ces lois. Bon, à mon goût, pas suffisamment, mais il y a ça. Et puis après, il y a des mentalités. Les Canadiens, ils n'ont pas forcément de loi, mais ils ont décidé de le faire, ils l'ont fait. Les Américains, ça fait longtemps qu'ils ont ce type de service. Là où nous, on est en avance, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'IA. Quand on a été primé en janvier, c'est pas par hasard. C'est parce que on était les premiers au monde à faire ça. Donc, des Français, quand même. Ce qui mérite d'être relevé. Bah oui. Par les temps qui courent, ça fait du bien. Mais ça fait du bien quand même. Et puis c'est là. Et souvent, moi je discute, et aujourd'hui on a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est aussi pour ça que je cherche des partenaires pour nous aider financièrement à aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, si on veut occuper le terrain rapidement, et si faut qu'on fasse ces solutions pour rendre accessibles les médias, les jeux, etc. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut avoir de l'argent. Et je pense que on a la capacité, en France en tout cas, de se mettre autour de la table, de trouver des finances. En tout cas, j'espère. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et j'avoue que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est ce que j'essaye de faire. Parce que je pense qu'on pourrait vraiment être les pionniers et à faire de ce qu'on fait une très très belle réussite française. Donc, ce côté IA dédié à la langue des signes, j'ai envie de vous dire, oui, on est en avance. Bon, on a des pays qui sont en train de travailler dessus. Hein, oui, bien sûr. Évidemment. Mais le niveau aujourd'hui que nous avons nous permet d'être en avance. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, si. Ouais. Je vois très bien compris. Le passage à l'échelle, c'est ça la question. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est que forcément, ouais. Les idées, on est très bons. Et les concepts. D'ailleurs, effectivement, sur cette question d'accessibilité, alors qui va peut-être dépasser effectivement la cible qui est la vôtre, des personnes sourdes et malentendantes. Effectivement, il est bon de noter que la sécurité sociale et son site de recrutement, la Sécu Recrute, et je vous en parlais tout à l'heure en préparant l'émission, est accessible à 100% au RGA, qui est le référentiel de conformité. Et c'est vrai que c'est un aspect aussi qu'on peut peut-être un peu oublier. On parlait de l'emploi des personnes en situation de handicap. On a effectivement, nous, Sécurité sociale, un impératif d'accessibilité de nos services et de nos prestations à destination des publics, mais il y a aussi cette question qui se pose de se dire, voilà, on est employeur, la mission de Lucans aussi, elle est de servir une offre de service à destination du rôle des employeurs, organismes de sécurité sociale, et que dans le cadre des recrutements, des parcours salariés, sur ce site, la Sécu Recrute, en tout cas. C'est un gros travail. Il n'y a pas que le numérique, quoi. Ce que je veux dire, il y a des actions concrètes aussi. C'est concret, le numérique. Hein. Tout à fait. Mais il y a des actions plus pragmatiques, plus terrain, sur l'emploi de personnes handicapées ou ayant un handicap ou différent. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas de questions. Non, je me tournais vers le chat, puisque voilà, on a cette séquence de questions-réponses qui reste ouverte. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans l'onglet questions-réponses de Teams. Pour l'instant, on ne reçoit pas de questions. Mais pour nous, c'était aussi important d'ouvrir un peu cette question sur la question de l'emploi et sur l'inclusion
en tant que qu'employeur de collaborateurs en situation de handicap. Et même si on se dit, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de personnes sourdes dans mes effectifs, en fait, peut-être que c'est justement parce que les dispositifs n'existent pas et que il faut d'abord, c'était la question de l'œuf ou de la poule finalement. Oui, en fait, il faut pouvoir, être inclusif. C'est vraiment le. Il faut avoir envie, quoi, aussi. Hein. C'est tenter. Bah ouais. À partir du moment où on sait que c'est faisable, après, il faut juste avoir envie, quoi. Et rencontrer les personnes et échanger. Il y a des solutions pour intégrer, que ce soit les solutions de ma société, mais il y a d'autres sociétés en France aussi. Donc, on peut le faire, quoi. On peut le faire. Il faut juste avoir envie de le faire. Voilà. C'est une véritable avancée. Hein. C'est ce qu'on se disait un petit peu entre nous dans ce cadre de cette émission. C'est l'un des enjeux de la sécurité sociale, notamment pour la période, alors je vais parler un peu jargon pour on se disait tout à l'heure des conventions d'objectifs et de gestion, c'est l'accès au droit. L'accès au droit, c'est un enjeu fondamental. Des outils comme ça tendent à justement améliorer l'accès au droit sur les différentes branches. Hein. Pas que on a pris l'exemple de l'assurance maladie, mais il y en a d'autres, évidemment. Oui, bien sûr. Toutes les branches sont concernées. Et je ne sais pas, Thérèse, mais c'est vrai que ce qui me rend positif à la sortie de ce rendez-vous, c'est de se dire, comme on connaît les potentialités, on sait que la technologie va continuer à progresser, à l'instant T, on voit déjà des choses incroyables. Mais peut-être que si on refait la même émission dans 2-3 ans, Pascal va nous dire « Je suis allé encore beaucoup plus loin, j'ai des idées, vous inquiétez pas, pas loin ». Donc c'est vraiment le côté très positif de cette émission, je pense, pour nos spectateurs, de se dire que là devant nous, s'ouvrent des perspectives incroyables. Nous, on a notre Graal, hein, qu'on veut atteindre. C'est de faire un traducteur. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que demain, je suis sourd, je suis là dans ces missions, je pose mon traducteur qui est dans mon téléphone, je signe, le texte arrive, il est oralisé, vous oralisez, ça signe, je comprends, etc. Et donc, du coup, on communique comme ça. On a besoin de la machine, du logiciel, et c'est nous, on fonce, on essaye, en tout cas, notre objectif, c'est de fabriquer un traducteur. Et quand on aura fabriqué un traducteur, on aura sans doute fabriqué aussi un moteur de recherche en langue des signes française. Ça serait très bien. Donc c'est important, ça c'est vraiment nos objectifs. Parfait. Est-ce qu'on n'a pas de questions dans le chat? Une ultime question, Alexandre? Non, je pense que Pascal a vraiment balayé. J'allais lui poser c'est quoi le bout du bout du bout, mais il l'a donné entre guillemets son Graal, qui a priori n'est pas complètement utopique, hein, c'est ce qu'on se disait. Non. Et, en tout cas, on vise ça. On pourrait aller plus vite, comme je le disais tout à l'heure. Pour aller plus vite, il faut qu'on trouve des partenaires qui viennent participer avec nous. Là, on ira plus vite. Si on veut aller plus vite et être les premiers en France, il faut trouver des partenaires. Sinon, il est évident, quand je vois les sollicitations que l'on a, il y en a d'autres qui le feront avant. Alors après, on pourrait se dire, mince, dommage, quoi, parce qu'il y a d'autres qui le font avant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ça se fasse. Ouais. Ah, il y a une question qui vient de tomber, c'est ce qu'on me dit un petit peu. Alors, une question effectivement sur est-ce qu'il y a des formations qui existent pour sensibiliser les équipes à l'inclusion numérique. Alors effectivement, en tout cas au niveau du Lab de la sécurité sociale, on vous a donné les liens dans le chat, vous pouvez vous acculturer et être sensibilisé. On n'est pas au stade de la formation. En revanche, vous pouvez tout à fait suivre les replays des émissions. On a également à Lucans les rendez-vous de l'inclusion qui portent sur tout un tas d'aspects et pas uniquement des aspects de l'inclusion numérique. Et après, effectivement, dans le cadre d'Hélios, ça fait partie du... Nous, on a des formations sur la sensibilisation, évidemment. Ça fait partie, et on a des outils aussi à côté. On est en train aussi de travailler sur du e-learning. On est en train de travailler aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on arrive à... Un des objectifs est de sensibiliser les entendants. Donc, il faut bien mettre des outils pour que les entendants puissent, et ça en fait partie. Donc, on est en train de construire il y a déjà des choses existantes qu'on peut faire. Il suffit de nous appeler, on vient avec une équipe, on peut sensibiliser 100, 200, ce que vous voulez, comme 2 personnes. Et en même temps, on est en train de fabriquer, le numérique, le e-learning, ces choses-là. Et on est en train ce qu'on est en train de faire, c'est que non seulement on fait du e-learning avec des personnes sourdes, mais on fait du e-learning avec Iris. On est en train de faire des tests. Ah bah c'est bien. Bon.
Et alors, pour répondre à la personne qui a posé la question dans le chat de l'émission, effectivement, c'était sur l'utilisation de la solution Helios. Dans le cadre du marché qui est attribué à Helios pour la traduction en langue des signes française, effectivement, il faut se rapprocher du site de Lucans dans les pages marché. Voilà, vos acheteurs ont accès à la documentation vraiment spécifique pour pouvoir implémenter la solution Helios dans les organismes. Voilà, tout est précis sur le site de Lucans. On forme vraiment sur la sensibilisation et sur l'usage des outils qu'on propose. Ça, on est capable. On a des formations dédiées à ça. Voilà. Bon, Pascal, dernière question. Allez. Une date à peu près aussi pour le lancement direct, parce qu'on a dit début 2025, mais début 2025 c'est large, c'est quoi? C'est le premier trimestre, on a un mois, on a quelque chose un peu? En fait, ce qu'on a vu là, donc Iris va être dans plusieurs contextes, et aujourd'hui on ne veut pas aller, on aimerait bien aller plus vite, donc on est obligé de travailler dans ce qu'on appelle des contextes isolés ou fermés, avant d'avoir un Iris conversationnel comme on l'est aujourd'hui, nous, on peut parler de tous les sujets, presque, pas ceux qu'on connaît en tout cas, et pouvoir échanger. C'est ça qu'on aimerait faire. Et pour en arriver là, il faut qu'on ait beaucoup plus de données, il faut qu'on travaille beaucoup plus aussi sur la reconnaissance du signe et la synthèse du signe. Et là, une fois qu'on a ça et que c'est parfait, ben voilà. Alors nous, on s'est donné 2 ans encore quand même. Hein, parce que le projet qu'on a déposé là, à IDEMO Région, dans notre région, c'est justement de faire du texte vers du signe. Et ça veut dire que si on fait du texte vers du signe automatisé, on va pouvoir rendre accessibles les médias. Donc on se retrouve dans 2 ans, alors. Voilà. Bah, c'est parfait. Mais alors, on va clôturer cette émission. Merci beaucoup à tous les participants de nous avoir suivis. Et puis, nous espérons que ce rendez-vous du Lab vous a inspiré. C'était l'objectif, que l'exemple d'Yves vous a permis en tout cas, nous a permis de démontrer que le numérique et les technologies, en particulier l'intelligence artificielle, peuvent se mettre au service de l'accessibilité pour faire avancer la cause de l'inclusion et permettre une communication plus fluide pour tous, qu'on parle de services publics, de divertissement, de médias, de gestion RH. La vie, quoi. Voilà. Et donc, d'ailleurs, je précise pour la dernière question qui est arrivée dans le chat, le marché avec Helios est ouvert à l'ensemble des organismes de sécurité sociale, pas uniquement l'assurance maladie. Donc aussi, je profite de cette conclusion pour vous rappeler le questionnaire de satisfaction qui a été publié dans le chat et on vous remercie vraiment d'avance pour vos réponses. Vous retrouverez les replays de l'ensemble des émissions, dont celle-ci, sur Lucans TV, dans la partie connectée du site de Lucans et sur le site du Lab. Et si vous voulez aller plus loin sur les sujets du numérique, de l'inclusion, de l'accessibilité, vous trouverez vraiment beaucoup de ressources. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Je vous donne rendez-vous dès 2025 pour d'autres émissions du Lab, d'autres rendez-vous. Et notre feuille de route est encore en cours de construction. De nouvelles émissions vous seront proposées, c'est certain. Et donc, vous pourrez vous y inscrire via le site du Lab. Merci à toutes et tous. Merci Pascal d'avoir répondu présent. Merci Thérèse. Et puis, on vous souhaite un bon mois de décembre et puis de très bonnes fêtes à venir. Voilà. Merci à toutes et à tous.